Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation des mouvements alternatifs dans la thérapie du lien et des mondes relationnels et comment j'en ai été amené à utiliser cette manière singulière à partir de mon expérience de l'EMDR. Mon intérêt pour le psychotraumatisme m'a amené en psychiatrie et en pédopsychiatrie, et à partir de là, à aller vers l'hypnose et les thérapies systémiques. En 1997, j'ai découvert le MDR, pratique qu'a mis en place Francine Shapiro en 1987. À l'époque, cela s'appelait la désensibilisation par les mouvements oculaires. En d'autres termes, les mouvements alternatifs, appelés stimulation bilatérale alternative, étaient le cœur même de la thérapie du trauma. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il était clair pour moi qu'un des éléments essentiels du traitement du psychotraumatisme est de défiger le corps et de le remettre en mouvement. Et l'intérêt que j'ai trouvé à l'EMDR est, par l'intermédiaire de l'utilisation des mouvements oculaires, d'impliquer le thérapeute dans le processus thérapeutique de défigement corporel. Maintenant, ayant une connaissance de l'histoire de l'hypnose, l'utilisation des mouvements oculaires et, au-delà des mouvements alternatifs, existe depuis les débuts de l'humanité. Cette pratique est inclue dans la pratique chamanique, dans des pratiques de yoga dans le bouddhisme, dans le mesmérisme. À la fin du 19e siècle, je peux faire référence à Louis, qui était un universitaire et qui avait conçu un miroir, le miroir de Louis, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la rampe lumineuse utilisée en EMDR. Jean Brun, hypnothérapeute, en 1957, écrit dans son livre qu'à la place de mouvement oculaire, il parle d'oscillation du regard. Et cette oscillation du regard, il note déjà que ça dépotentialise le mental, que ça synchronise les hémisphères cérébraux et que ça clarifie la pensée. On peut d'ailleurs penser que dans les armées structurées, de faire redéfiler après les combats les militaires en marche et en chant a cette fonction de désensibiliser des vécus traumatiques aigus. Les mouvements alternatifs, dans leur séquence, entre séquence de mouvement, feedback, séquence de mouvement, feedback, vont induire des effets de transe. Ces effets de transe vont être orientés sur une transe du présent, une transe orientée vers l'extérieur et une transe d'observation. Et c'est ce qui différencie, de mon point de vue, cette expérience de transe de la transe classique hypnotique qui est centrée sur le vécu interne. Cette transe-là arrivera dans le processus thérapeutique dès lors que la personne passera en processus de réassociation et rentrera dans l'espace ressources. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas les mouvements oculaires qui comptent, mais la manière et l'intention avec laquelle on les utilise. Ce qui m'a questionné, quand j'ai fait en 1997 la formation de facilitateur en EMDR, c'est d'observer qu'un certain nombre de gens pouvaient utiliser les mouvements oculaires et le tapping dans la recherche d'un contrôle de ce qui se passe chez l'autre et non pas dans un travail de synchronisation et d'accordage, qui fait que le couple œil-main va envoyer des informations chez le thérapeute sur les effets de synchronisation et de mouvement corporel. Et le deuxième point qui là m'a encore plus questionné, c'est que l'utilisation des mouvements oculaires, à partir du moment où la synchronisation patient-thérapeute n'est pas en place, peut amener à amplifier des vécus de transe traumatique et aggraver la dissociation.
C'est la raison pour laquelle, avec l'expérience passée des approches systémiques et de la dimension interactionnelle et de l'hypnose ericksonienne, j'ai repositionné l'utilisation des mouvements alternatifs dans un phénomène de synchronisation, d'accordage et de réassociation. Et là, je peux faire le lien avec ce qui pour moi est fondamental et le premier des mouvements alternatifs, qui est dans la relation mère-nourrisson, le bercement. Le bercement permet au nourrisson, dans le contact corporel avec la mère, de resynchroniser, on va dire, de l'unité corps-esprit, c'est-à-dire de l'unité, de l'intégrité de son intégrité. Et en même temps, va pouvoir permettre la fusion-diffusion du corps du nourrisson dans le corps de la mère, en lien avec le corps de la mère. Et une fois que cette expérience d'unité est là, pleine et entière chez le nourrisson, la diffusion qui va permettre d'exprimer les singularités et d'aller dans le sens de l'autonomie. De mon point de vue, c'est le phénomène essentiel. C'est-à-dire que les mouvements alternatifs vont à la fois remettre le corps en mouvement et à la fois amener la personne, comme le thérapeute, dans une position centrée-décentrée, pendant qu'une partie de moi observe, l'autre est dans le mouvement et dans l'action. Et va protéger et le thérapeute et le patient des débordements émotionnels et des réactivations traumatiques secondaires. Et ainsi, le processus, quand il va traverser, va permettre de remobiliser le mouvement, remobiliser la vie dans l'ici et maintenant et remobiliser les expériences de réassociation. C'est dans ce sens-là que les mouvements alternatifs dans leur diversité, comme l'hypnose, représentent un outil thérapeutique puissant pour accompagner le processus thérapeutique, mais n'est pas une thérapie en soi. C'est dans cette intention que nous formons à l'Institut Mimétis les thérapeutes à utiliser les mouvements alternatifs comme une technique au service du processus dans l'apprentissage du travail avec les traumas les plus complexes. Je vais vous présenter la partie technique de l'utilisation des mouvements alternatifs en thérapie du lien et des mondes relationnels. La première étape va être de faire appel à la proxémique, c'est-à-dire la distance entre le patient, la patiente et le thérapeute. Et je vais te demander, Émilie, si là où je suis positionné, c'est OK pour toi, ou si on ajuste, il y a besoin d'ajuster la distance. Non, ça va. L'important va être de permettre à la personne, patiente, de pouvoir déterminer son espace de sécurité, et au thérapeute de s'ajuster dans son espace. Et c'est à partir de cette distance-là que nous allons pouvoir positionner les mouvements alternatifs. Pour ça, je vais mettre ma main en fixation et mes doigts en fixation du regard. Et je vais demander aux yeux d'Émilie de venir fixer son attention, porter son attention sur mes doigts. C'est le point de départ de la séquence. Deux choses vont être importantes. La première, c'est que le thérapeute doit être dans une position ajustée. En d'autres termes, quand il commence à mettre le début de la séquence, il s'agit de vérifier les effets dans son corps et que la position est une position stable et ancrée. Le deuxième point, ce n'est pas Émilie ou le thérapeute qui est important. Ce qui va être important, vous voyez, il y a trois espaces, l'espace d'Émilie, mon espace et l'espace entre les doigts et les yeux. Et je vais focaliser mon attention sur ce qui se passe entre les doigts et les yeux. Et que les effets en retour chez moi vont m'orienter vers tout ce qui va être le rythme
l'amplitude, la fréquence. Ce qui est important à comprendre, c'est que les mouvements alternatifs vont mobiliser d'abord et avant tout, non pas le visuel, mais l'oculomotricité des yeux. Et donc, quand je vais demander à ton visage de rester dans l'axe de ton corps et à tes yeux de suivre le mouvement de mes doigts ou de pousser sur mes doigts, et je ferme la séquence, en fait, je vais créer artificiellement une dissociation, ou plutôt une désassociation. Et en même temps, à travers la stimulation des muscles oculomoteurs de l'œil, je remets le corps en mouvement. Et donc, c'est très important de porter son attention sur l'entre-deux, car je vais avoir les informations au niveau de ma main, au niveau de mon bras, au niveau de mon corps, un peu comme dans une danse à deux. Si le mouvement œil-doigt est ajusté, ou s'il rentre dans des effets de dissonance ou de résistance. Et s'il arrive des effets de résistance, je vais avoir l'information dans mon bras, par la douleur, la tension, etc., etc. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le mouvement n'est pas un mouvement des doigts, n'est pas un mouvement du bras, mais à travers ça, comme une aiguille de sismographe, un mouvement du corps entier. Et qu'évidemment, je vais pouvoir observer chez moi aussi comment la synchronisation des deux, comme dans une danse, va pouvoir, y compris chez moi, mettre mon corps en mouvement. Donc divers paramètres vont rentrer en ligne de compte. Premier paramètre, l'amplitude. L'important dans l'amplitude, c'est de comprendre que plus le mouvement est ample, et plus de manière implicite, les yeux vont capter l'environnement. Et donc, plus le mouvement est ample, et plus, en fait, on va tisser les liens à travers les mouvements oculaires entre la personne et le contexte, c'est-à-dire ici, le cabinet. Plus les mouvements vont être raccourcis, et à l'extrême, nous allons arriver à la fixation du regard, comme en hypnose. Et plus ça va amener la personne à focaliser son attention sur son vécu interne. Donc, je vais commencer par un mouvement ample, et comme à chaque fois, je finis en bouclant la séquence. Maintenant, le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, avec la question de l'amplitude, va être la question du rythme. Plus je vais aller vite, plus ça va mobiliser l'attention de la personne dans le présent, tout en déconnectant son mental. Et c'est ça qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand la personne est dans un vécu traumatique, naturellement, son attention va se retourner vers son vécu interne. Lorsque j'amplifie, j'accélère le mouvement, je déconnecte le mental, les pensées, et en même temps, je maintiens corporellement notre attention, à tous les deux, dans l'instant présent. Et en maintenant dans l'instant présent, je sécurise la relation. Donc plus j'accélère, plus l'objet va être de maintenir en lien avec ma présence dans ce qui se passe là, dans l'ici et maintenant. Et évidemment, cela va faire obstacle au risque
que la personne parte dans une transe dissociative, c'est-à-dire une transe traumatique. Vous voyez, et naturellement ferme les yeux et part dans son vécu de détresse. Maintenant, vous observez bien que plus je vais ralentir, plus au contraire, je vais être sur un rythme lent, et sur ce rythme lent, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faciliter l'entrée dans l'expérience interne. C'est pour ça que fixation du regard, rythme lent, vont aller en direction de l'expérience de transe hypnotique, et nous allons l'utiliser quand la personne rentre dans ce que j'appelle l'espace ressource. C'est-à-dire à partir du moment où commence à émerger le processus de réassociation et qui va commencer, comme nous l'avons vu avec Émilie, par le rythme et l'amplitude du rythme respiratoire. Petite précision, ce qui va valider qu'on est dans ce que je vais appeler l'espace problème, l'espace traumatique, c'est que les réponses corporelles vont être des réponses partielles qui ne se généralisent pas à l'ensemble du corps. Alors que quand on rentre dans l'espace ressource, l'expérience va emmener les mouvements du corps dans une expérience pleine et entière. C'est la raison pour laquelle il est absolument essentiel d'être en observation, non pas de la personne, mais des mouvements et de l'enveloppe corporelle de la personne, qui vont nous donner les informations de comment le corps se met en mouvement et comment il internalise l'expérience. Le troisième paramètre important va être la fréquence des séquences. Nous avons l'habitude, en télémère, de privilégier des séquences relativement brèves de 10, 12, 15 allers-retours maximum et de privilégier le fait de répéter ces séquences plutôt que de faire de longues séquences. Et ce qui est très important, c'est que lorsque je vais te demander, Émilie, à la fin de la séquence, hop, qu'est-ce qui vient là maintenant? Si Émilie continue à être dans son expérience interne et qu'à ce moment-là, les mots ne peuvent pas sortir, je vais continuer à reprendre une nouvelle séquence sans chercher à vouloir absolument la faire parler. Et au sortir de la séquence, je vais redemander qu'est-ce qui vient. Et là encore, où les paroles vont sortir de manière fluide, ou je vais repartir sur une séquence. Ce qui fait qu'il y a des moments dans la séance où il peut y avoir de successions, de séquences et de silences. L'autre élément important, dans le rythme entre l'utilisation des mouvements oculaires et les feedbacks, c'est qu'en fin de feedback, je vais observer les effets chez la personne. Et je ne vais reprendre les mouvements oculaires qu'à partir du moment où je perçois une petite réponse corporelle chez la personne. Et là, je reprends les mouvements oculaires. En fin de séance, on est, comme dans l'hypnose, dans le travail de réassociation et de réorientation. Et comme en hypnose, c'est extrêmement important d'observer si corporellement la personne est bien réorientée. C'est pour ça qu'en fin de séance, on va faire des mouvements rapides. Toujours pareil, ce qui va nous guider, c'est la fluidité de couple œil-doigt. Et à ce moment-là, on demandera à la personne de bien réorienter son corps, bien réorienter sa respiration, et on vérifiera, nous vérifierons que la personne est bien présente là maintenant, à la fin de la séance. Je vais vous présenter la manière d'utiliser le tapping
en thérapie du lien et des mondes relationnels. Pour utiliser le tapping, en termes de proxémique, ça nécessite de se rapprocher de la personne, sujet. Et donc, dès que je commence à rentrer dans l'espace de cette personne, je vais commencer par lui demander si c'est acceptable et de lui demander l'autorisation. Nous verrons après comment, si le tapping ne peut pas se mettre en place, une autre technique qui va permettre de faire un intermédiaire. Émilie, est-ce que c'est acceptable que pour accompagner le travail, je puisse approcher ma chaise de la tienne? Oui. Merci. Et là, il va y avoir plusieurs possibilités pour effectuer le tapping. Première possibilité, ça va être sur les épaules. Le tapping sur les épaules a comme objet de pouvoir alterner le travail de tapotage avec le toucher sécure. Ce travail-là va être un travail qui va faciliter l'enveloppement. La deuxième possibilité en termes de tapping peut être avec les mains. Donc j'ai proposé à Émilie de mettre ses mains et je peux tapoter sur les mains comme ça ou tapoter sur le dos des mains. Tapoter sur le dos des mains est plus pertinent. Comme on le verra, c'est important d'activer la conduction osseuse. Et enfin, le dernier point peut être, est-ce que c'est acceptable que mes doigts viennent tapoter sur tes genoux? De tapoter sur les genoux. Et là encore, le tapping va se faire sur les rotules pour activer et amplifier la conduction osseuse. Comme pour les mouvements alternatifs, on va pouvoir déterminer divers paramètres de tapping. Le premier paramètre va être le tapping superficiel. Je vais le faire sur le genou. C'est comme si je tapote, mes doigts tapotent. C'est pas moi, c'est mes doigts qui tapotent de manière superficielle. Et le contact est superficiel. Comme si je tapote la peau d'un tam-tam. Donc je peux être sur un rythme accéléré, et le rythme accéléré a comme fonction de maintenir la personne dans le présent. J'ai l'habitude de fermer la séquence par un petit toucher des deux doigts, enfin des doigts sur les deux genoux en même temps, qui clôt la séquence et qui permet de dire qu'est-ce qui vient ensuite. Le deuxième type de tapping va être un tapping plus profond. C'est-à-dire que c'est comme si je visualise, quand mes doigts vont tapoter, que c'est comme si la fin du mouvement va se situer à l'intérieur du corps. Et comme vous pouvez l'observer, le tapping profond, nous allons l'utiliser qu'à partir du moment où le corps rentre dans l'espace ressource et se met en mouvement. Observez bien, la transmission du mouvement se fait sur l'ensemble de l'enveloppe corporelle chez Émilie. Ça va avoir un élément important, c'est que ça va pouvoir objectiver les vécus dissociatifs corporels. Imaginons qu'il y ait un vécu dissociatif corporel et que le mouvement est bloqué, par exemple au niveau de la ceinture. Eh bien, quand le mouvement va être là, il va diffuser dans le corps, mais il va être bloqué là. Et là, ça va être figé. Donc, l'intérêt, à ce moment-là, on repassera en tapping superficiel, plus rapide, et on observera les effets.
Pour ce qui est du travail de levée des dissociations, ça demande un apprentissage plus complexe qui se déroule en formation. Le troisième tapping que nous allons utiliser, et qui là ne peut être utilisé que quand la personne est pleinement et entièrement dans l'espace ressource, c'est-à-dire en processus réassociatif, va avoir comme fonction de tisser l'intégrité de l'enveloppe corporelle. Et là, c'est ce qu'on va appeler le tapping vibratoire. Et ce tapping-là, il va être de toutes petites caresses. Et comme vous pouvez observer, ce qui se passe chez Émilie, tout son corps, alors que c'est des toutes petits contacts, tout son corps est en mouvement. Et là, cela témoigne du fait que s'il y avait eu des vécus dissociatifs, les réponses dissociatives corporelles, elles étaient toutes levées. Voilà. Et donc ça retisse l'intégrité de l'enveloppe corporelle. C'est une étape, par exemple, importante chez, par exemple, les gens qui ont des syndromes de membres fantômes. Parce qu'on va, là, à ce moment-là, retisser l'intégrité de l'enveloppe corporelle, là où elle a été altérée. À partir de là, on peut utiliser d'autres techniques de mouvement en télémère importantes. Si le contact n'est pas possible, la proximité n'est pas possible, à ce moment-là, on peut commencer par, avec notre main, rythmer le mouvement respiratoire. Et on va créer un mouvement alternatif par la synchronisation de la main du thérapeute avec le rythme respiratoire de la personne. Et vous pouvez observer, ce qui se passe souvent d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, les yeux vont suivre. Voilà. Et on va finir au milieu. Pas au niveau des yeux à ce moment-là, mais au niveau de la respiration, au niveau du sternum. Une autre manière d'utiliser les mouvements alternatifs va être de demander à la personne de se faire l'auto-tapping, qui peut être sur les genoux ou sur les épaules. Et donc on va alterner avec l'auto-tapping. Est-ce que c'est acceptable que je te demande, Émilie, de tapoter? Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, je vais, comme thérapeute, accompagner le mouvement chez moi d'auto-tapping. Voilà. Et lorsque ça va être OK, je vais poser la question à nouveau, qu'est-ce qui vient de différent? Enfin, la base pour moi de tous les mouvements alternatifs est le mouvement de bercement. Et ce mouvement de bercement ne peut venir, là encore, que quand la personne est en processus réassociatif, c'est-à-dire que son corps se réassocie et que là, on est dans la synchronisation et l'accordage des deux corps qui n'en forment qu'un jusqu'à ce que la diffusion, voilà, se mette en mouvement. Et c'est très important à ce moment-là, pour le thérapeute, de rouvrir l'espace qui va permettre à la personne d'entrer dans son expérience d'autonomie. D'autres mouvements alternatifs sont possibles, que j'ai déjà utilisés. La marche. Mais à ce moment-là, ça nécessite que le mouvement de marche, le contact
des pieds sur le sol, soit suffisamment intense pour que l'information remonte au cerveau. Et ça, c'est vrai que ce soit pour la patiente ou pour le thérapeute. L'objet des mouvements alternatifs, et particulièrement du tapping, c'est que les effets doivent être présents chez le thérapeute et que ça doit déconnecter le mental. C'est OK? C'est OK. Tu peux t'asseoir. Comme vous pouvez le constater, en apparence, le tapping peut paraître plus facile que les mouvements oculaires. Il n'empêche qu'ils ne vont avoir un effet qu'à partir du moment où ils amènent le thérapeute en accordage avec le patient et à déconnecter son mental. C'est ce qui va conditionner le rythme et l'intensité. Nous allons pouvoir utiliser le tapping dans 3 situations particulières. La première est chez les gens qui sont dans un contrôle mental extrêmement important et où le mouvement des yeux en contact avec les doigts, même lorsque nous allons proposer à leurs yeux de suivre le mouvement des doigts, va être difficile. Donc on va passer par le tapping. La deuxième, c'est quand les gens ont des difficultés oculaires qui fait que le suivi ne va pas être possible. Et la troisième, c'est lorsque la personne va fermer les yeux, à condition que cette fermeture des yeux soit bel et bien dans l'espace ressource et pas dans l'espace traumatique. Comme pour les mouvements oculaires, le tapping a comme objet de maintenir le couple patient-thérapeute dans le même espace-temps, dans l'ici et maintenant, et d'emmener le thérapeute à accompagner le mouvement du processus en lien avec le vécu du patient. En thérapie du lien et monde relationnel, les mouvements alternatifs sont une technique, un outil au service du processus thérapeutique. C'est ce qui permet de maintenir le processus en mouvement, de le mettre et de le maintenir, d'une part. Et d'autre part, de maintenir le couple patient-thérapeute dans le même espace-temps, dans l'ici et maintenant. Et le travail il va se faire dans l'ici et maintenant. Et donc les mouvements alternatifs et les effets des mouvements alternatifs sont autant pour le travail qui va se dérouler chez la personne patiente que le travail qui va se dérouler chez la personne thérapeute. Et les amener dans un travail de coopération, de co-construction qui va activer le processus de changement.